9h, Europe 1 matin. 7h19 sur Europe 1. Excellent début de journée avec Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour. Bonjour Olivier. Alors l'idée de la taxe Zuckman revient en force à gauche à l'approche de 2027. Une étude récente en fait pourtant une critique radicale. Oui Dimitri, il est d'ores et déjà clair que la taxe Zuckman qui promet 25 milliards d'euros de recettes prélevées sur quelques centaines de contribuables sera l'un des totems des programmes de la gauche pour la présidentielle. Le collectif Trop c'est trop, mené par le doctorant Pierre Andrews et comprenant des économistes respectés comme Nathalie Janson ou Antoine Lévy, vient de sortir une note qui démonte cette taxe sur 3 dimensions, son diagnostic initial, son rendement attendu et ses effets négatifs induits. Alors commençons par le diagnostic. La taxe Zuckman, on rappelle, elle repose sur l'idée que les milliardaires paieraient moins d'impôts en proportion que le reste de la population. Oui, et cette étude alors met à jour une contradiction logique dans la façon dont sont considérés les revenus des très riches et ceux des riches tout court. La note sur laquelle s'appuie Zuckman impute aux grandes fortunes les bénéfices non distribués de leurs entreprises, mais elle oublie alors deux autres revenus latents chez les gens moins riches, le loyer implicite du propriétaire occupant et les plus-values de l'épargne défiscalisée des classes moyennes. Quand on les prend en compte, le taux d'imposition du top 10% retombe à 24,5%, c'est-à-dire sous celui des milliardaires à 26,2%. Il y a donc bien progressivité, tout va bien. Et sur le rendement de la taxe, alors même problème ? Alors c'est le même problème en pire. Si on considère que les bénéfices conservés enrichissent l'actionnaire, il faut déduire l'impôt sur les sociétés déjà payé sur ces bénéfices. Sinon, le même euro est taxé 2 fois. Une fois corrigé, le rendement qu'on peut atteindre tombe de 24 à 5,5 milliards, 4 fois moins que promis avant même toute réaction des contribuables concernés. Alors justement, est-ce qu'ils vont réagir ? Là, l'histoire fiscale ne dit rien d'autre. Depuis 40 ans, l'ISF, exit tax norvégienne au Danemark, la richesse imposable se contracte entre 14 à 34% à moyen terme, jusqu'à 30% sur une génération. En Norvège, la fuite des grandes fortunes a généré 4 fois plus de pertes que le gain espéré. Et on dit aussi que la taxe Zuckman est très fragile, très concentrée. Oui, concentrée et volatile parce que 45% de l'assiette dépend de 3 familles, 80% de la variance des recettes suit le CAC 40. Une ressource censée financer les retraites mais qui s'effondrerait, qui pourrait s'effondrer de 40% l'année où l'État en aurait le plus besoin, comme en 2009, c'est plutôt un pari boursier déguisé en justice fiscale. Et alors, il y a le cas aussi Mistral AI dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? Alors ça c'est presque comique, Valoriser 12 milliards sans bénéfice ni dividende, l'entreprise verrait ses fondateurs devoir 47 millions par an sans 1 centime de liquidité. Le paiement en actions à la BPI ouvre une alternative redoutable, nationalisation rampante ou dépôt fiduciaire sans substance économique. Le bilan de tout ça, une fois intégré la perte de production liée à l'exil des capitaux, le bilan fiscal net devient négatif dans tous les scénarios honnêtes, jusqu'à moins 11 milliards et demi par an. La taxe Zuckman promettait de faire payer les riches, elle ferait payer le pays. La voilà rhabillée pour l'hiver. Voilà. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée. Salut. 7h, 9h. Europe 1 matin. Très bon lundi avec Europe 1, 7h22, Dimitri Pavlenko. L'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Louis, 17 ans, tué la semaine dernière à Narbonne. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dénonce une exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Il ne faudrait pas trop réagir à la mort d'un adolescent de 17 ans massacré par 5 jeunes dans un guet-apens. Cette phrase du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, hier, dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, est incroyable. L'exploitation du drame par l'extrême droite. Égard à celui qui parle d'ensauvagement. Le ministre a bien confirmé ses propos hier. On m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement. Donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Je rappelle que ce sont les parents de Louis qui ont décidé de prendre la parole pour que l'on parle de leur enfant. Et à chaque fois, c'est le même discours du gouvernement. On parle de récupération, instrumentalisation, exploitation pour tenter de masquer une faiblesse, une impuissance, un échec. Comme en octobre 2022, après la mort de Lola, 12 ans, tuée par une Algérienne sous OQTF, qu'avait déclaré Elisabeth Borne, alors première ministre. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Qu'avait déclaré aussi l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, grand maître du sentiment d'insécurité. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Il y a la peur de dire les choses, de parler d'ensauvagement, de la barbarie, de la réalité. On minimise et toujours les mêmes éléments de langage. En novembre 2023, après la mort de Thomas à Crépol, que disait encore Elisabeth Borne ? Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Il parle de récupération, instrumentalisation, mais le 28 juin 2023, Emmanuel Macron avait réagi très vite devant les caméras à la mort de Naël. L'émotion de la nation tout entière. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est
inexplicable, inexcusable. Et 2 jours plus tard, quand certains dénonçaient les violences dans les rues, là cette fois, Emmanuel Macron criait à l'instrumentalisation. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Alors il faut parler de Louis, relayer la parole de ses parents face au silence d'une grande partie de la classe politique. Aucun mot d'Emmanuel Macron qui reste sur sa ligne donnée après un conseil des ministres. On ne répond pas à un drame par des cris. À gauche, c'est aussi le silence. Ce silence face à des parents qui ont perdu leur enfant alors que la vidéo du lynchage était présente dès mercredi dernier sur les réseaux sociaux. La mère de Louis a eu des mots très forts dans le JDD. Ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Il est hors de question qu'un autre cœur de maman ou de papa soit brisé comme le nôtre. Tout est dit. Merci à vous. Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous tous les après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h. On reparlera de Laurent Nunez évidemment cet après-midi, mon cher Laurent. Le numéro du standard si vous souhaitez participer à l'émission, Anissa Haddad. C'est le 01 80 20 39 20.